Le nom du protagoniste est Gawik Seoling, et c'était juste un lycéen ordinaire. Un jour, il était en retard parce que son ami avait désactivé son réveil, alors il est sorti en courant et s'est fait renverser par une voiture. Une mort incroyable pour le garçon. Et maintenant, le voilà face à une monstruosité géante dévorant un tas de gens dans ce monde apocalyptique. Un samouraï tranche les tentacules, mais le chauve prévient déjà que la créature peut se régénérer bien trop facilement. Faolin explique que lorsqu'il est arrivé ici pour la première fois, il pensait être l'élu, la personne invoquée dans un autre monde pour sauver tout le monde. Cependant, il s'est vite rendu compte qu'il y avait un problème avec sa transmigration. La première fois, il a essayé de diriger les survivants, mais il s'est fait mordre au cou et est mort. Au moins, dès que ses yeux se sont fermés, il s'est réveillé au même endroit. Lors de la deuxième tentative, il a réussi à éviter les zombies autant que possible. Mais à la fin, tout le monde est mort de faim. La troisième fois, il s'est déguisé en zombie pour infiltrer des endroits secrets et récupérer de la nourriture, mais l'armée pillait tout et l'a tué. À la quatrième tentative, alors qu'il venait de stabiliser une base, il a été trahi. Mec, ce gamin vit toutes les mauvaises fins possibles. Bien sûr, il y a eu une 6e, 7e, 8e et bien d'autres fois où quelque chose tournait toujours mal. Maintenant, il en est à sa 9e vie, durant laquelle il a essayé de ne pas trop en faire et de rester tranquille. Mais même ainsi, il a été enrôlé dans l'armée pour combattre les créatures fourmis. Pendant ce temps, les gens saccagent tout et les autres fuient. Il oublie les provisions. Mais bon, rester en vie, c'est mieux que d'avoir des provisions, non? Il y a une fille dans une situation assez dangereuse qui pourrait sérieusement changer la classification d'âge de cette histoire. Allez, que quelqu'un l'aide enfin. Shaoling se dit que puisqu'il ne peut pas rester en vie de toute façon, autant essayer de s'amuser cette fois. Alors il pousse un cri et se met à courir vers le chaos, des étincelles électriques crépitant autour de lui. Ceux qui fuyaient se demandent si ce gamin sait vraiment se battre ou s'il a juste un désir de mort. Voilà notre gars, brandissant son épée électrique, prêt à frapper, et il parvient à la trancher comme du beurre. Les gens autour restent là, stupéfaits, les larmes aux yeux. La fille court pour le remercier, mais il s'éloigne en courant, lui disant de partir d'ici. Il fonce dans une supérette à l'arrière, et bien sûr, elle est remplie de nourriture. Comme il a mangé des ordures durant ses vies précédentes, il commence immédiatement à tout dévorer sans hésitation. Une gorgée de coca, ce qu'il y avait tellement manqué. Et les autres restent là à le regarder consommer tout sans aucune gêne. La créature l'attaque avec un tentacule, mais Xialing reste impassible. Il peut enfin mourir sans regret. Pourtant, dès qu'il ouvre les yeux, étrangement, il est toujours au même endroit. Il ne sait pas s'il est mort et revenu, ou s'il n'est jamais vraiment mort. C'est alors que quelqu'un parle, disant oui, il est mort comme un idiot et a été réanimé. Il regarde autour de lui, confus quant à qui parle. Mais vous savez déjà, non? C'est le système lui-même. Une lueur apparaît derrière lui et en un instant. Notre gars l'a saisi en criant que ce foutu système est enfin arrivé. Il est mort 9 fois sans lui. Ce salaud a mis beaucoup trop de temps et n'a aucune idée de l'enfer qu'a été sa vie. Le petit système saute immédiatement hors de son bras. Il regarde sur le côté et demande à l'autre de se calmer, disant qu'il a eu un petit accident. Notre gars exige de savoir ce qui s'est passé pour que le système mette 9 vies entières à apparaître. Le petit système explique que tout cela est à cause d'un autre système, un de ses amis, qui a désactivé l'alarme, mais il sait que notre gars ne le croira pas. Mais étant donné que c'est exactement comme ça que Xialing est mort, il dit en fait. Utilise-le. Puis il dit que ça va. L'important, c'est que le système soit enfin là. Maintenant, où sont les équipements, les objets dorés et toutes les richesses du monde? Le système répond que d'abord il doit recevoir quelques instructions. En ce moment, il est dans un monde post-apocalyptique et sa mission est de rétablir la paix dans cet endroit. Ce n'est qu'en réussissant cela qu'il pourra retourner dans son monde d'origine, et s'il échoue, il sera complètement anéanti. En vérité, il avait 10 chances, mais il en a déjà utilisé 9, donc c'est sa dernière. Notre gars dit au système d'expliquer ça correctement, mais le système lui dit juste d'oublier. C'est juste un petit détail. L'important, c'est qu'il lui reste une vie et que chaque minute compte. Shaolin ressent soudain quelque chose et le système annonce qu'il est temps pour sa première mission. Il doit vendre des snacks et des boissons pour collecter 50 cristaux, qui peuvent être échangés contre des attributs et autres récompenses. Notre gars s'imagine déjà dans la rue avec des canettes de soda. Immédiatement, il se demande pourquoi diable sa mission est d'ouvrir un stand de rue et de commencer à vendre de la nourriture. Et pour empirer les choses, une bande de zombies s'apprête à envahir l'endroit. Il se met aussitôt à courir, criant qu'il va se faire bouffer avant même d'avoir vendu quoi que ce soit. Il court pour sa vie, mais le petit système lui demande de quoi il a si peur. Évidemment, il crie qu'il a peur de se faire mordre et de mourir. Puis il s'arrête soudainement et se souvient qu'il a un système maintenant, alors il exige immédiatement que ce foutu truc tue ces monstres. Le système lui dit de l'appeler DS2333 et notre gars, se sentant trop cool, dit à 2333 qu'il devrait lui donner une vitesse d'aigle, une force d'ours ou un truc génial du genre. Cependant, quand il consulte ses stats système, il voit que l'information est indisponible. Quelque chose ne va pas. Il demande au système ce qui se passe, et celui-ci explique que ses stats sont si faibles qu'elles ne peuvent même pas être analysées. Il est juste aussi insignifiant que ça. Honnêtement, je pensais que Xiaoling serait déçu, mais au lieu de ça, il semble soulagé. Au moins, il peut voir sa stat d'intelligence, ce qui signifie qu'il est un gars intelligent. À ce moment précis, il évite de justesse un zombie, mais se remet immédiatement à courir en criant qu'il veut de vrais super pouvoirs. Le système lui dit qu'il lui a déjà donné un pouvoir incroyable et qu'il l'a juste laissé traîner par terre.
Le protagoniste se dit que ça doit être ce petit tapis inutile par terre sur lequel les créatures marchaient. Il fait demi-tour, traverse la horde, attrape le tapis, le roule et frappe le premier zombie sur la tête avec. Le garçon est complètement encerclé. Mince, je pensais qu'il allait faire quelque chose d'incroyable, mais un autre zombie le frappe dans le dos, le faisant rouler au sol, perdre le tapis et atterrir dans une pile de nourriture. Les zombies s'approchent pour la morsure finale, et il se rend compte qu'il va mourir encore plus vite cette fois que dans ses vies précédentes. La déception est si grande qu'il n'a même plus envie de manger toute cette nourriture délicieuse. Mais ensuite, quelque chose d'étrange se produit. Les zombies semblent frapper une sorte de barrière invisible. Apparemment, tant qu'il est à l'intérieur de son stand, il est complètement immunisé, et une seconde plus tard, toutes les créatures commencent à l'ignorer et s'éloignent dans une autre direction. Il est choqué. C'est comme s'il était devenu invisible, donc ce vieux tapis n'était finalement pas si mal. Il le caresse même en disant qu'il ne critiquera plus jamais ce morceau de soie. Je vais juste appeler ce système boule bleue à partir de maintenant. Sinon, ça va devenir confus. Je parlerai de ce système quand je veux dire ce petit fauteur de trouble. Notre gars demande à Boule Bleue ce qui se passera s'il rencontre d'autres types de créatures mutées, ce à quoi Boule Bleue répond que tant qu'il est dans son stand de nourriture, il est immortel. Maintenant Solin réalise enfin qu'il a une vraie chance de survivre. L'idiot commence à danser, disant que cette mission pourrait en fait être plus facile que prévu, mais Boule Bleue le prévient de ne pas s'emballer. L'effet ne s'active que 3 fois par jour. S'il ne termine pas la mission dans ce laps de temps, la fonction se désactivera et il redeviendra une cible pour les monstres. Oh, et il ferait mieux de se rappeler que le soleil se couchera dans 30 minutes. Une fois la nuit tombée, l'activité des créatures augmentera drastiquement. En mission dans une autre région, Shaolin se plaint que tenir un stand de nourriture dans un endroit pareil est ridicule. Les zombies sont partout et il est le seul humain dans les environs. Mais soudain, 3 types apparaissent en disant que la récolte d'aujourd'hui est excellente et que cette surprise va rendre le patron heureux. Shaolin pense qu'il a eu de la chance, mais ces gars n'ont pas l'air amicaux du tout. Il s'arrête et demande ce que c'est que ce bordel. Pourquoi il y a des bonbons dans un stand de nourriture en pleine apocalypse? Ce salaud a même du chewing-gum, des Doritos et tout le reste. Notre gars leur dit de se sentir comme chez eux et leur demande ce qu'ils ont envie de manger. De leur point de vue, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Ils commencent tout de suite à parler du fait qu'au moins ils veulent des frites et de la viande séchée. Seiling leur dit qu'ils ont de la chance. Ce sont les premiers clients à trouver sa boutique. Ce salaud passe en mode vendeur complet, disant que ce n'est pas 998. Ce n'est même pas 98. Juste 50 ici à la boutique. Les gars ont l'air confus et commencent à dire qu'il est hors de question de payer pour un truc pareil. L'un d'eux sort immédiatement une arme et lui dit de profiter de leur bonne humeur, sinon il serait déjà mort. Et Daling demande simplement s'ils ne vont vraiment pas laisser un peu d'argent. Puis il arrache le manteau des mains du type et dit qu'il pensait qu'ils étaient cool, mais qu'ils ne font que lui faire perdre son temps. Évidemment, le type pointe immédiatement son arme sur lui, disant que ce salaud doit vraiment avoir envie de mourir. Il tire, mais toutes les balles frappent la barrière autour du stand. Non seulement ça, mais le gars se prend une contre-attaque et se fait complètement griller. Ses potes ne peuvent que regarder alors que l'idiot s'effondre au sol comme une ordure. Mec, pauvre gars, il s'est vraiment fait griller. On dirait qu'il est mort pour de bon. Les idiots restent là à se demander. Merde mec, est-ce que l'arme a explosé toute seule? L'un d'eux dit que ça doit être le pouvoir du type, mais celui avec le tatouage en forme de roche ricane, disant qu'il n'a sûrement pas un pouvoir aussi fort. Pendant ce temps, notre gars adore son petit bout de tissu, réalisant qu'il est encore mieux que prévu. Les types exigent qu'il explique quel genre d'astuce il utilise. Xiaolan répond qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de pouvoir dans ce monde, mais qu'il n'y a qu'un seul élu. Mais revenons aux affaires. Il leur dit que pour 50 cristaux, ils peuvent avoir plein de nourriture et même prendre une photo avec lui. Cependant, quand un des sbires voit son pote mourir, pas question, il doit aller le rejoindre au paradis. Vraie fraternité. L'un tente un coup de couteau et l'autre donne un coup de poing, convaincu que le problème venait de l'arme, pas du gars. Mais dès que le poing touche, il est renvoyé et le bras du type devient une nouille. Mec, ne me dis pas que tu vas quand même essayer de poignarder après ça. C'est pas possible d'être aussi idiot, mais même le type censé être mort se relève soudainement, disant qu'ils devraient tous mourir ensemble et aller au paradis en équipe. Notre gars le fixe froidement, et le mec est clairement en train de se chier dessus. Le démoniaque Shaya Ling tend la main. Le type recule en tremblant. Puis il prend la fuite, hurlant qu'il ne va certainement pas mourir à cause de ce gamin monstrueux. Au moins, c'était le personnage secondaire le plus malin jusqu'ici. Pendant ce temps, les autres se demandent pourquoi ils sont les seuls idiots à essayer encore de se battre. Notre gars ne voulait pas qu'il s'enfuit comme ça. Il avait encore besoin de gens pour acheter ses produits. Puis il remarque qu'ils ont laissé leur sac derrière eux et, à en juger par la forme, ça ressemble à une personne. Si c'est une personne dans un monde apocalyptique, ça doit être une fille. Et si c'est une fille, elle doit être féroce et en bonne santé. Évidemment, certaines filles ont une forme ronde, mais celle-ci est plutôt triangulaire. Elle ressemble à une arme, toute pointue et prête à tomber. Mais notre gars est déjà amoureux. Cependant, elle ressent soudain quelque chose et se jette sur lui, le forçant à courir pour sauver sa peau. Ce n'est pas le moment de tomber amoureux. Cette fille est clairement un zombie. Elle le frappe et il esquive de justesse, paniqué parce qu'il n'avait aucune idée que les zombies pouvaient être aussi rapides. Il attrape une cartouche de fusil et la lui balance dessus. C'est tout ce qu'il avait, mais au moins, ça lui laisse assez de temps pour atteindre son stand de nourriture. Oh merde, mais notre génie a déjà utilisé ses 3 protections quotidiennes. Maintenant il est foutu. Il essaie de rassembler ses affaires et de fuir, mais elle saute par-dessus tout et atterrit juste devant lui. Il s'écrase au sol comme un loser pendant qu'elle le fixe. Elle commence à s'approcher et il lui jette de la nourriture à la tête, mais elle continue d'avancer.
jusqu'à ce qu'il attrape quelque chose à côté de lui et le lui balance, lui disant de reculer. Il ferme les yeux, acceptant qu'il va encore mourir. Mais quand il entrouvre un œil, il la voit en train de grignoter joyeusement un morceau de poulpe séché. Elle en prend une petite bouchée, avale, et semble complètement satisfaite. Il comprend vite que cette tarée aime le poulpe séché, et maintenant elle s'approche de lui à nouveau. Mais à en juger par son visage, ce n'est ni pour faire du mal ni du bien. Elle a juste faim. Le problème, c'est qu'il n'a plus de poulpe séché. Et il n'a aucune idée de ce qu'elle pourrait aimer d'autre, alors il attrape un paquet de chips au hasard et le lui jette dans la bouche. Une fois de plus, elle a l'air contente. S'il peut régler le problème comme ça, au moins il ne mourra pas. Alors il commence à faire un chemin de nourriture menant au bord d'une falaise. Puis il jette une poignée de frites dans la lave et lui dit d'aller les chercher. La fille s'élance, toute excitée. Mec, ce gamin est cruel. Il est sur le point de la jeter dans la lave et ça ne lui fait ni chaud ni froid. C'est là qu'il remarque quelque chose près du bord de la falaise, une dague dorée au sol. Elle ressemble à une arme de haut rang, et sur la poignée, il voit l'emblème de la Légion du Tonnerre. C'est l'organisation de bandits la plus redoutée de toutes les bases apocalyptiques. Tous ses membres sont des hors-la-loi, survivant grâce au vol, aux meurtres, aux incendies, aux explosions, à tout ce qui peut les maintenir en vie. Il se dit que ça devait appartenir aux types qui se sont enfuis après avoir attaqué sa base. Pas étonnant qu'ils aient été si agressifs et si bien armés. Il récupère tout. On ne sait jamais quand ça peut servir. Puis il voit qu'à l'intérieur du même sac d'où sortait la fille zombie, il y a aussi un sac rempli de cristaux. Au moins, de cette manière, il a indirectement accompli sa mission du jour. Mais Boule Bleue dit que seuls les cristaux obtenus par des ventes comptent, donc ça ne marche pas. Kaoling proteste en disant que cette fichue fille zombie a mangé ses trucs, donc il prend ça comme paiement et ça comptera. Boule Bleue l'appelle fille zombie, mais Kaoling insiste qu'on ne lui a jamais dit qu'il fallait vendre de la nourriture à un humain. Puis il s'écroule par terre en faisant une crise, se plaignant d'avoir eu le pire système du monde. Il a accompli la mission, mais il ne veut toujours pas la valider. Sur ce, Boule Bleue cède en disant d'accord, il a accompli la mission quotidienne et peut maintenant améliorer ses attributs. Non seulement ça, mais son stand de nourriture a aussi été amélioré. On dirait que notre gars a débloqué une sorte de friteuse. Il n'a pas l'air très emballé et décide juste de vérifier son inventaire. À l'intérieur, il trouve de l'eau, du riz, de la viande, des légumes, tout ce qu'il faut pour cuisiner et vendre de la nourriture. Il demande à Boule Bleue s'il n'y a rien d'autre dans les systèmes d'aventure normalement. Il devrait au moins avoir des armes, des explosifs ou des outils de défense. Mais son pote système explique qu'ils sont un système alimentaire, pas un système de guerriers. C'est comme ça qu'il devra survivre. Alors il demande ce qu'il peut obtenir avec un point d'expérience. Pauvre Xiaoling se retrouve avec du dentifrice, des brosses à dents, un crayon, et c'est tout. Le pauvre sait que même avec le système, survivre dans l'apocalypse ne sera pas facile pour lui. Puisque son stand ne peut bloquer que 3 attaques par jour, il décide de se concentrer sur la défense pour le moment. Là-dessus, son endurance commence à augmenter. Mais après un moment, il s'arrête et commente qu'il ne sent aucune différence. Le système lui dit juste qu'il s'en fiche, peu importe. Puis il l'avertit qu'il a 24 heures pour engager quelqu'un pour travailler dans son stand et gagner 100 cristaux. Porkselling panique immédiatement, disant que d'abord, obtenir 100 cristaux est déjà une tâche ridicule. Et ensuite, où est-ce qu'il est censé trouver quelqu'un d'assez fou pour accepter une offre pareille? C'est alors qu'une feuille de papier lui frappe le visage, et quand il la retire, il voit que c'est un flyer. Il se souvient soudain qu'il y avait vraiment une boutique comme ça dans une rue voisine. Chaque fois qu'il allait à l'école, une fille passait en distribuant des flyers, essayant de le convaincre de goûter sa boisson. Il se demande si elle est toujours en vie. Ce serait plutôt intéressant de la voir avec lui, l'appelant maître, alors le voilà parti, poussant son petit chariot à hot dog à travers l'apocalypse. Mais juste au milieu de la lave, la fille zombie démoniaque réapparaît, bordel, elle est complètement intacte. Elle retourne à son stand, mais notre gars est déjà parti. Elle regarde autour d'elle, toute triste, avant de soudainement s'enfuir en courant. On dirait que cette histoire de rue voisine était un mensonge. Ou peut-être qu'il s'est arrêté pour faire une sieste, car quand il arrive chez la fille, c'est déjà le lendemain. Et quand il ouvre la porte du restaurant, bam, plein de zombies à l'intérieur, il s'excuse juste d'avoir dérangé et referme calmement la porte. Mais la seconde suivante, il s'enfuit en courant, paniqué, se demandant pourquoi ces enfoirés sont si persistants aujourd'hui. Un des zombies les plus gros saute sur son stand, mais mec, le système de défense de son stand, c'est du sérieux, et le truc est envoyé valser. Le problème, c'est qu'il a utilisé une de ses protections quotidiennes. Et le zombie qui s'est écrasé au sol tord son corps, tourne sa tête d'une manière flippante et revient en courant à l'envers. La chose fonce sur sa jambe, mais Xiaoling réagit vite et lui donne un coup de pied en pleine tête, envoyant la pauvre créature valser comme un ballon de foot droit dans une voiture, où elle se fait écraser. Évidemment, il ne sait pas d'où lui vient toute cette force. On dirait que ce petit boost de pouvoir a vraiment fait la différence. Puis il reçoit une notification. Félicitations pour son premier kill, sa récompense. Un imperméable. Il demande au système si ce n'est pas un peu trop basique. Boule Bleue lui dit de ne pas le sous-estimer. Il peut bloquer n'importe quelle substance. Il pourrait littéralement nager dans des déchets nucléaires sans être contaminé. Il n'y croit pas trop, mais c'est là qu'il remarque qu'il est complètement encerclé par des zombies. Et bien sûr, c'est de sa propre foutue faute pour avoir fait autant de bruit. À ce moment précis, une voix l'appelle depuis l'intérieur du magasin. Et, gamin, entre ici. Il fait chaud. Avec un milliard de zombies qui approchent et aucune autre option, il attrape son stand et s'enfuit en courant. Cette porte ne semblait pas pouvoir tout contenir, mais d'une façon ou d'une autre, il est déjà à l'intérieur. Il la remercie de l'avoir sauvée et dit qu'il ne s'attendait pas à la trouver ici. Menteur. Il est littéralement venu ici juste pour la trouver, et maintenant la pauvre fille se demande comment il la connaît.
Il lui dit qu'il est ce lycéen qui passait par là, et qu'elle essayait toujours de lui faire goûter ses boissons. Elle a toujours l'air confuse, mais c'est une maligne. Elle pense en elle-même qu'il n'y a aucune chance. Elle se souvient de ce type bizarre. Est-ce qu'il croit vraiment être assez beau pour lui avoir laissé une impression? Mais malgré tout, elle fait semblant de se souvenir et dit « Ah oui, tu es le gars qui adore le basket ». Il est sur le point de lui dire que ce n'est pas lui jusqu'à ce qu'elle se penche, pressant 2 sphères géantes contre lui. D'où? Il oublie soudain ce qu'il allait dire. À la place, il lui demande son nom. Elle dit que c'était K. Elle l'appelle joyeusement grand frère et mec. Ce gamin a un problème. Il devient ému rien qu'en entendant ça. C'est la première fois de sa vie qu'une chose comme ça lui arrive, et elle reste juste là, confuse, se demandant pourquoi ce mec est en train de pleurer. Puis Anakin roule sur le sol. Il se retourne, se demandant ce que c'est. Il le ramasse, un peu perplexe. Tout devient soudain silencieux derrière une des portes. Il commence à s'en approcher, mais la fille l'avertit de ne pas le faire. Elle dit qu'elle a piégé des rats là-dedans. Ils sont extrêmement dangereux, et s'il ouvre cette porte, ils vont s'échapper dans tout le magasin. Il se met à aboyer vers la porte. Disant à celui qui est dedans de ne pas avoir d'idées bizarres, mais il est clair qu'une chose très dangereuse observe notre gars depuis l'ombre. Soudain, la fille s'évanouit dramatiquement et s'effondre au sol. Il demande ce qui ne va pas, et elle dit qu'elle n'a rien mangé depuis 5 jours. Évidemment, ce gamin ne pense qu'avec une seule partie de son cerveau et dit aussitôt qu'il va lui cuisiner quelque chose. Elle peut même choisir du pain, des nouilles ou du citron vert, mais soudain, son expression change. Elle semble très intéressée par le fait qu'il ait de la nourriture. Elle se lève, s'approche, et jette un coup d'œil à son stand de nourriture. Ce gamin avait des œufs, de la farine et tout un stock d'ingrédients. Où est-ce que ce gars a trouvé tout ça? Elle ne s'attendait pas à ce qu'un gamin au hasard ait une telle fortune en provisions, mais au moment où elle attrape un œuf, il disparaît de sa main. Le stand a une fonction qui rend le vol impossible, et maintenant elle reste là, complètement confuse, incapable de comprendre pourquoi tout ce qu'elle saisit disparaît. Alors elle décide, tant pis, elle va juste éliminer ce gamin, et tout le contenu de ce chariot sera à elle. Mais ensuite le sac de farine qu'elle tenait disparaît aussi. Caroline demande si elle cherche ça. Elle le fixe. C'est à moi? Comment ça se fait que c'est dans tes mains? Le pauvre garçon dit qu'il l'a juste attrapé pendant qu'elle trébuchait un peu toute seule. C'est un très bon ingrédient pour cuisiner. Et il est sûr qu'elle ne voit pas d'inconvénient puisqu'il prépare de la nourriture pour elle? La fille à moitié inclinée dit non, vraiment, ça ne la dérange pas du tout. Mais maintenant, c'est elle qui devient nerveuse, se demandant si ce gars est vraiment aussi alerte en permanence. Elle lui demande alors de ne pas se méprendre. Il devrait savoir à quel point il est dangereux pour une fille comme elle de survivre dans un monde pareil. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'il lui rende l'objet dès qu'il aura fini. Notre gars lui dit, bien sûr, je crois que tu es une fille honnête et gentille. Il lui rend son couteau, lui disant juste de ne pas l'utiliser n'importe comment. Au moment où elle le saisit, elle dit qu'elle va lui montrer comment on l'utilise vraiment. Il était vraiment trop bête et méritait de mourir pour ça. Mais bien sûr, le couteau rebondit directement et manque de lui trancher la main. Eh bien, dit Ludi. Je t'avais dit de ne pas jouer avec ce truc, alors pourquoi tu ne m'écoutes pas? Elle s'écroule au sol, toute tordue, et demande s'il est un utilisateur de pouvoir. Puis elle se redresse soudainement dans une pose incroyablement athlétique et souple, déclarant qu'il va devoir la combattre jusqu'à la mort. Tout enflammée, elle se lance pour lui donner un coup de pied enflammé, mais il sort juste un minuscule spray au poivre et maintenant elle a l'air complètement ridicule. Elle se met à rouler au sol et Xiaoling dit qu'on dirait qu'elle ne supporte pas les trucs épicés, mais qu'elle ne s'inquiète pas, il s'adapte toujours au goût de ses clients. Il passe en mode bombe de sel et commence à l'assaisonner. On dirait qu'il veut vraiment la manger, juste pas de la façon à laquelle je m'attendais. De nulle part, la porte s'ouvre à la volée et 2 petits gamins sortent en courant, criant de laisser leur chef tranquille. Notre gars est confus, et un des enfants lui dit de ne pas s'inquiéter. Ils sont là pour la sauver. Mais une seconde plus tard, Xiaoling a déjà soulevé les 2, disant aux petits fauteurs de troubles d'arrêter de faire des bêtises ou ils vont juste empirer les choses. La fille trop assaisonnée se relève et lui dit de laisser les enfants tranquilles. S'il y a quelque chose à régler, c'est avec elle. Notre gars les lui balance juste en disant tiens. Prends-les, et ils tombent tous au sol comme une bande d'idiots. Un peu plus tard, il trouve la nourriture qu'il cachait et maintenant il est sûr qu'elle a déjà piégé pas mal de monde avant lui. Elle dit que jusqu'à maintenant elle n'avait jamais échoué une seule fois et exige de savoir comment il l'a démasqué si vite. Mais notre gars répond simplement que ceux qui se sont fait avoir étaient juste beaucoup trop bêtes. Non seulement il a vu qu'il restait encore des restes de nourriture dans les boîtes, ce qui n'a aucun sens pour quelqu'un affamé depuis 5 jours, mais il y avait aussi du sang au sol alors qu'elle n'avait aucune blessure. Clairement, quelqu'un avait été tué là. Il a eu de la chance de ne pas devenir la prochaine victime. Mais les enfants argumentent qu'il se débarrasse seulement des mauvaises personnes comme lui, qui ont de mauvaises intentions envers la pauvre petite Akin. Malheureusement, quand il s'agit d'avoir certaines pensées à propos de cette fille, ouais, il est clairement coupable. Akin explique que dans l'apocalypse, chacun fait ce qu'il faut pour survivre. Apparemment, c'était un argument suffisant puisqu'il est d'accord. Ou peut-être que notre gars est juste cruel, car il dit que dans ce cas, il ne pourra pas lui reprocher de faire ce qu'il veut maintenant. Tout le monde a l'air terrifié, et Akin exige de savoir ce qu'il pense faire, il répond. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de viande fraîche. Aujourd'hui est le jour. Les enfants commencent à paniquer, pensant qu'ils vont se faire manger, et notre gars savoure leur peur. Mais ensuite, la fille blonde dit que s'il doit manger quelqu'un, ce devrait être elle. Après tout, ces deux-là ne sont même pas encore complètement développés, mais les enfants, par esprit de compétition, disent qu'il ne faut pas manger la fille. La viande des enfants est bien plus tendre, donc ce serait mieux s'ils se faisaient cuire eux-mêmes et laissaient leur chef en vie. Maintenant Xiaoling est énervé. Pourquoi agissent-ils soudainement tous nobles et le font passer pour le méchant?
Juste à ce moment-là, la petite fille tousse et son frère l'appelle aussitôt. Akin crie que notre gars est un monstre pour avoir étranglé la fille au point qu'elle ne peut même plus respirer, mais notre gars hausse les épaules et dit que leur petit tour pour lui faire desserrer les cordes ne marchera pas. Pourtant, la petite fille continue de tousser désespérément. Félin la complimente même, disant que son jeu d'actrice est vraiment impressionnant, mais les autres insistent en disant qu'ils ne mentent pas. Si ça continue, elle va vraiment mourir. Alors notre gars demande au système de vérifier les signes vitaux de la fille. Après le scan, le système révèle qu'elle a une infection grave qui se propage dans tout son corps. Si elle ne reçoit pas de traitement, elle ne survivra pas plus de 3 jours. Et juste à ce moment-là, la fille recrache une tonne de sang alors que l'analyse du système se termine. Ouais, peut-être qu'elle ne mentait pas. Il la détache rapidement, et ses 2 amis se précipitent pour l'aider. Un peu plus tard, il l'allonge au sol. Son état ne fait qu'empirer. Il remarque que la blessure ressemble à un trou de balle et demande qui aurait pu être aussi cruel. C'est alors qu'une fille blonde dit que c'était la Légion du Tonnerre. Elle explique qu'avant que tout parte en vrille, l'une de leurs mères n'était qu'une cliente régulière de cette boutique. Cette femme avait regardé des tas de films apocalyptiques toute sa vie, donc dès qu'elle a vu quelqu'un se faire mordre, elle a immédiatement verrouillé l'endroit. Au début, tout le monde était uni, attendant que les secours arrivent. Mais à mesure que les jours passaient et que la nourriture s'épuisait, la nature humaine a commencé à ressortir. Un gars a argumenté que comme l'enfant était si petite. Évidemment, elle n'avait pas besoin de manger autant qu'un adulte. La mère a protesté, disant que l'enfant était malade et devait manger. Le gars s'en fichait. Si elle était déjà en mauvais état, elle ne survivrait de toute façon pas 2 jours de plus, donc lui donner de la nourriture était un gaspillage. C'est là que le petit démon de gamine l'a mordu. Il était sur le point d'attraper l'enfant et de lui donner un coup dans la poitrine, mais c'est à ce moment-là qu'Étain est arrivé et a balayé les jambes du type. Elle a attrapé le garçon en plein vol et a exigé de savoir pourquoi cet homme volait les autres. Mais le gars a juste écrasé le pain dans sa main et a ricané, disant qu'on ne pouvait même pas appeler ça de la nourriture. De toute façon, ils allaient tous mourir de faim. Akin lui a simplement tourné le dos en disant qu'elle ne lui devait rien. S'il avait tellement faim, il pouvait aller chercher sa propre nourriture. Mais clairement, ce n'était qu'un lâche qui préférait se battre avec des enfants plutôt qu'avec des zombies. Évidemment, le type n'a pas aimé entendre ça. Et tu crois que les gens vont agir de manière rationnelle dans des moments pareils? Pas du tout. Une vieille dame a soudainement pris la parole, disant que l'homme avait raison. La faim était sérieuse, donc Iquin devait lui donner plus de nourriture. Une autre femme a ajouté que dans ce genre de monde, elle devait utiliser toutes ses provisions maintenant, et plus tard. Elle la rembourserait une fois que les choses iraient mieux. Iquin a expliqué que ce n'était qu'un salon de thé. Évidemment, il n'y avait pas de nourriture à l'infini. Puis la vieille femme a pointé une porte verrouillée et a exigé de savoir pourquoi elle était toujours fermée. Eken a expliqué que ce n'était qu'une cabine d'essayage. Il n'y avait rien à manger là-dedans, mais la dame en tenue de banane bizarre n'a rien voulu entendre et a insisté pour voir à l'intérieur. Tous les autres ont rejoint, disant qu'eux aussi voulaient savoir ce qu'il y avait derrière cette porte, donc elle avait intérêt à l'ouvrir. La mère a essayé de les arrêter, leur rappelant qu'ils n'auraient même pas survécu aussi longtemps sans l'aide d'Eken, mais les autres se sont retournés contre elle, disant que c'était de sa faute s'ils étaient piégés là-dedans. Peut-être que si elle ne les avait pas enfermés, ils seraient déjà partis, auraient trouvé un endroit sûr, et auraient été pris en charge par le gouvernement. Elle leur a dit que s'ils voulaient vraiment partir, ils pouvaient tous y aller maintenant, mais au lieu de ça, ils ont commencé à avancer, se disant les uns aux autres d'ignorer l'idiote et de défoncer la porte. L'homme a ri avec mépris, disant qu'il allait s'approprier tout ce qu'elle avait. Mais quand la porte s'est enfin ouverte, tout ce qu'il a vu, c'était une pile de robes. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était pourquoi les jupes semblaient aussi osées et révélatrices. La vieille femme a immédiatement déclaré que tout s'expliquait maintenant. Elle savait que cette fille n'était pas une femme respectable. Une autre fille s'est accrochée à son petit ami et a accusé Eken d'essayer de séduire tous les hommes de la planète. Évidemment, Eken leur a dit qu'ils exagéraient, mais c'est à ce moment-là qu'une énorme explosion a secoué la boutique. Un homme de la Légion du Tonnerre était arrivé, commentant que l'endroit semblait bien rempli. Au moment où il a demandé qui ils étaient, un des autres gars a immédiatement avancé, s'est présenté et a exigé qu'ils leur remettent la nourriture. Mais à la place, l'homme a pointé Eken du doigt et l'a accusé de stocker toutes leurs provisions. Dès que les types ont vu Eken, la nourriture n'était plus leur priorité. Ces salauds disaient déjà que le festin de ce soir serait elle. Évidemment, elle est partie en courant en vomissant, tandis que les idiots restés derrière se faisaient capturer. L'un des gars a réussi à lui attraper l'épaule et lui a dit de ne pas courir autant, mais elle s'est retournée et a failli le trancher avec un couteau. Le type a perdu patience et a dit qu'on aurait dit qu'elle voulait vraiment mourir. C'est alors que la petite fille a soudain sauté devant elle et a pris la balle qui lui était destinée. Tout le monde est entré en panique et le chef du groupe a crié à ses hommes d'arrêter de tirer. Ils allaient attirer une horde de zombies. Mais il a tiré à nouveau immédiatement et a tué la mère aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il a ordonné une évacuation et leur a dit de ne rien laisser derrière. Merde, ces types ont massacré la boutique. Alors qu'ils allaient achever l'enfant et la fille blonde, quelqu'un l'a soudain attrapé sur le côté, l'arrêtant. Un petit garçon criait pour sa mère, la suppliant de ne pas faire ça. Mais l'homme lui donnait des coups de coude à répétition, disant qu'elle allait mourir comme ça. Pourtant, la mère murmura seulement qu'elle confiait Shelley et Shelling à ses soins. Là-dessus, elle se retourna et se jeta par la fenêtre. Mec, où est-ce que cette femme a trouvé une telle force? Et juste avant de partir, elle entoura la taille du type avec ses bras et arracha la goupille de sa grenade. Bordel, cette mère est passée en mode héroïne. Tout l'endroit explosa et on revient à notre gars. Akin dit que tout ce qui est arrivé est de sa faute. Xiaoling lui dit de ne pas pleurer. Au moins, si elle meurt, elle pourra revoir sa mère. Mais le garçon la supplie de ne pas partir. Il a déjà perdu sa mère, mais il veut encore avoir une sœur. Le système est touché par la scène, mais notre gars lui dit de ne pas devenir trop sentimental. Après tout, ces gens ont essayé de le tuer.
Pourtant, il comprend à quel point cela a dû être difficile pour Akin d'élever 2 enfants seuls en plein milieu d'une apocalypse. Alors il demande au système s'il y a un moyen d'acheter des médicaments. Le système dit que oui, mais que son stand n'est pas à un niveau assez élevé pour débloquer cette fonction. Shaoling pète un câble. Sale boîte. Tu disais que tu avais pitié d'eux, non? Alors donne-moi quelque chose pour soigner cette fille, maintenant. Mais le système refuse. Aucune exception spéciale. Maintenant notre protagoniste commence vraiment à en avoir marre de ce sens excessif de la justice du système. C'est alors qu'il sort son stand, disant que même si la flexibilité n'est pas une option, il y a un moyen de faire fonctionner ça. Une chose que le garçon ignorait, c'est que la nourriture faite à partir de son stand avait des propriétés curatives. Shaoling le fixe. Tu pouvais pas me dire ça plus tôt? Bon, ça va être facile alors, mais le système révèle ensuite que l'effet de soin de la nourriture dépend du niveau du chef. Donc évidemment, ça va être de la merde. Sans autre choix, il dit qu'il va devoir essayer quand même. En regardant ses ingrédients, il se demande ce qu'il peut faire, puis il a une idée. Il casse un œuf, prépare une pâte, ajoute quelques épices et la jette sur le feu. Le trio d'idiots regarde, se demandant ce qu'il est en train de cuisiner et pourquoi ça sent aussi bon. Akin fixe cette chose apocalyptique qu'il vient de préparer. Elle lui demande ce que c'est, et il lui dit de ne pas s'inquiéter. Ce n'est pas du poison. C'était une gaufre à l'œuf, quelque chose qu'il adorait quand il était enfant, et il lui demande d'y goûter. Trop mignon. Elle le remercie, disant que ça avait vraiment l'air bon. Puis elle en prend une bouchée et dit immédiatement que c'est incroyablement sucré et savoureux. D'un coup, elle se lève. Et Akin lui dit de faire attention, mais la fille révèle que comme ça, elle ne ressent plus aucune douleur. Akin pose une tranche de jambon sur son front et se rend compte que sa fièvre est vraiment en train de baisser. Normalement, dans les histoires, la blonde sexy est bête, mais celle-ci était différente. Elle a tout de suite compris que ça avait un lien avec notre gars et sa nourriture. Elle lui demande ce qu'il a mis dedans et s'il a une sorte de pouvoir spécial, mais notre gars se contente de sourire. Je ne vais pas révéler mon secret, mais je dirais qu'elle devra en manger beaucoup d'autres pour guérir complètement. Celle-ci était gratuite, mais la prochaine sera payante. Salaud. Akin lui dit alors que s'il guérissait la petite fille, il pourrait avoir tout ce qu'il y a dans la boutique. Mais le gars hausse les épaules, disant que la nourriture, ce n'est pas ce qui lui manque, comme s'il avait besoin de ce genre de truc. Ce qu'il voulait, c'était elle. Bordel, notre gars sait comment jouer au jeu de l'apocalypse. Évidemment, les enfants prennent la parole tout de suite, disant qu'ils savaient qu'il était dangereux. Il le supplie de ne pas lui faire de mal de cette façon, et une fois de plus, notre gars se retrouve à passer pour le méchant, alors il clarifie vite qu'il voulait juste l'embaucher pour travailler dans son stand de nourriture. C'est tout. Le trio se rassembla et les garçons dirent qu'ils ne savaient toujours pas quel pouvoir Xiaoli possédait. Akin approuva, ajoutant que tant qu'ils étaient avec lui, la nourriture ne semblait pas poser problème, donc c'était une excellente option. Elle accepta de travailler pour lui, mais seulement si Xiaoli et Xiaoling pouvaient venir aussi. C'est drôle que la petite fille s'appelle Xiaoling, tout séparé. Alors que notre protagoniste, c'est Xiaoling en un seul mot. Ouais, je vais juste l'appeler la petite fille à partir de maintenant. Sinon, ça va devenir confus très vite. Xiaoling pensait déjà que ce n'était pas une bonne idée, surtout qu'Akin sortit immédiatement un contrat disant qu'il devait signer et suivre toutes les règles. Il était écrit qu'il ne travaillerait que de 9h à 17h, avec assurance vie et tout le reste. Il montra le document et dit qu'elle essayait carrément d'être payée juste pour aller aux toilettes. Elle répondit que c'était exactement ça, et que s'il voulait embaucher une enfant, il devait aussi payer pour ses droits. Mais à ce moment-là, ils entendirent une voix dehors disant que cette délicieuse odeur venait de l'intérieur. La porte se mit à trembler et les types de la Légion du Tonnerre dirent que comme prévu, il y avait des gens ici. L'un d'eux tendit la main vers la gaufre de la petite fille en disant qu'il savait que son nez ne mentait jamais. Mais le garçon se plaça immédiatement devant elle en disant que c'était à sa sœur, et juste devant le garçon, notre protagoniste s'avança. Le gars demanda s'il était vraiment prêt à se battre pour ça, mais Xiaoling haussa juste les épaules et dit non, je suis juste un simple vendeur dans ce monde apocalyptique. Mais si vous voulez des gaufres, je peux en faire aussi. Le gars se retourna vers son chef et dit, j'ai quand même envie de gaufres. Le chef resta là, confus. Pourquoi ce salaud vendait-il soudainement des gaufres? Puis il s'approcha de Xiaoling et demanda combien elles coûtaient. Pour notre gars, c'était l'occasion parfaite de terminer sa mission, alors il sortit une liste et dit au gars de consulter le menu. Le type vit qu'une gaufre coûtait 10 cristaux et demanda si elles étaient faites en or ou quoi. Le chef y réfléchit et admit que cela avait du sens. Très bien alors, dit-il. On va commencer par en acheter quelques-unes, prévint le type masqué. Si ce n'est pas bon, je te tabasse et j'écrase ton petit stand. Le chef acquiesça, jusqu'à ce que quelque chose de doux, chaud et lisse frôle soudainement son bras. Akin se pencha, souriant gentiment, et dit, pardonnez mon chef. Parfois, il peut être un peu grognon. L'homme devint instantanément tout rouge, complètement sonné. Elle complimenta ses muscles pectoraux, disant qu'il devait avoir beaucoup d'expérience à combattre les zombies. Ces hommes, restés à l'écart, savaient déjà. Ouais, leur chef venait encore de se faire avoir par son unique point faible. Akin dit alors à tout le monde d'attendre patiemment pendant que la nourriture était préparée et fit un petit clin d'œil à Xiaoling. Il se dit alors que peut-être embaucher ce démon n'était pas une si mauvaise idée finalement. Le stand fut installé et il se mit à cuisiner. La foule affamée était plus qu'impatiente de manger enfin quelque chose de correct. Une fois que tout fut prêt, chacun avait sa gaufre en main et commença à manger. Le chef en prit une bouchée et dit immédiatement que c'était délicieux. L'odeur lui rappelait son enfance. Juste un instant, cela lui fit oublier toutes les horreurs vécues depuis le début de l'apocalypse. C'est alors que notre gars reçut tout un sac rempli d'objets et le chef le félicita, disant qu'il avait vraiment un sacré talent.
Puis il ajouta qu'il était curieux de voir ce que Xiaolin pouvait faire d'autre à part des gaufres. Xiaolin sourit, leva le pouce et dit « Oh, je peux faire plein de choses ». Le type se mit à crier au sujet de poulet frit, de hot dog, de sauce piquante et de toutes sortes de plats. D'autres à l'arrière commencèrent à demander du Coca-Cola, des douceurs, des crêpes frites et tout ce qui leur passait par la tête. Et bordel, le chef commanda carrément 10 de chaque. Mais heureusement, notre gars dit qu'il avait besoin de beaucoup plus d'ingrédients pour faire tout ça. Le chef balaya ça d'un geste, disant de ne pas s'inquiéter, de juste lui dire ce qu'il lui fallait et ensuite d'aller le chercher. Shaolin fut impressionné par la confiance de ce gars. Akin regarda le groupe et commenta qu'à en juger par leur apparence, ils semblaient être des marchands de l'apocalypse s'ils s'occupaient de la collecte des objets. Alors ils n'auraient même pas à risquer leur peau à produire quoi que ce soit. Immédiatement, les deux commencèrent à proposer un accord de coopération à long terme au chef, disant qu'en l'acceptant, ils bénéficieraient de réductions à l'avenir. Tout le monde échangea des regards, se demandant ce que chacun allait décider. Pendant ce temps, les marchands se moquaient du chef, disant que malgré sa grande bande, il était quand même un peu fauché. Notre gars n'a pas aimé entendre ce passage sur le fait d'être fauché, mais le chef dit qu'il n'était pas sorti depuis un moment et voulait savoir exactement où il était tombé. C'est à ce moment-là qu'une voiture arriva et quelqu'un en sortit en disant qu'il y avait un problème. Waouh et les autres avaient été blessés. Un autre groupe s'approchait maintenant du stand de notre gars, et cette fois il semblait reconnaître l'un d'eux. Le chef exigea immédiatement de savoir qui avait fait ça à Waouh. Bordel, maintenant que je regarde bien, ce sont ces types, ceux que notre gars a littéralement démontés. L'idiot qui s'était fait griller s'avança et dit que c'était des gamins maudits qui vendaient des trucs dans la rue. Le garçon flottait sur un tapis et disait qu'il était l'élu ou quelque chose comme ça. Le chef ricana, disant que c'était ridicule qu'ils aient perdu face à quelqu'un avec un tel délire de grandeur. L'un de ces gars hocha la tête, admettant que si un élu existait vraiment, ce serait leur chef. Même le gars aux cheveux en ananas intervint, disant qu'il pensait aussi ça jusqu'à ce qu'ils attaquent le gamin et que toutes leurs attaques soient renvoyées. Le chef et un autre homme avouèrent qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'un pouvoir pareil. Mais Eken, elle, oui. Elle avait déjà été touchée par quelque chose de très similaire. Elle se souvenait clairement du moment où elle avait essayé de le poignarder, pour être projetée au loin. Elle jeta un regard en arrière, se demandant si c'était ce fichu gosse, et au moment où elle le vit s'éclipser discrètement, elle sut. Le chef déclara que celui qui avait fait ça allait mourir pour avoir osé s'en prendre au chef de la Légion. Tout le groupe se figea de peur et commença à chuchoter. Est-ce que ce type, c'était Léon? Eken s'approcha de lui et lui demanda s'il était vraiment Léon, le chef de la Légion. L'idiot à côté de lui confirma, disant que tout le monde était toujours surpris quand il découvrait qui il était. Et le gars, tout sourire, dit qu'à cause des délicieuses gaufres qu'ils avaient préparées, s'ils avaient un jour un problème, ils n'avaient qu'à l'appeler. De leur côté, les enfants étaient furieux, disant que c'était lui le chef du groupe qui avait tué leur mère. Léon les prit tous les deux dans ses bras et demanda de quoi il parlait. Ça n'avait aucun sens. Son bras droit, Damaska, était d'accord, disant que même s'ils étaient des bandits, ils ne faisaient jamais de mal aux femmes ni aux enfants. Mais Eka n'y croyait pas une seconde. Elle lança immédiatement un coup de pied enflammé en criant qu'elle savait que c'était un mensonge. Le chef lança l'enfant en l'air juste à temps pour esquiver. L'idiot amortit la chute de sa sœur pendant qu'Eka fonçait, menaçante avec ses jambes en feu, mais quelque chose clochait clairement dans son attaque. Elle réessaya, mais il esquiva à nouveau. Le reste du gang était tout excité, disant que ça allait être un combat intéressant, mais à voir le chef, il semblait vouloir un peu d'aide. Il ne voulait vraiment pas frapper une femme. La fille à la barbe bleue soupira, disant qu'un jour le chef allait devoir surmonter cette barrière psychologique. Une fois de plus, il esquiva un magnifique coup de pied d'Eka. Pendant ce temps, là-haut, quelque chose regardait. Pas quelqu'un, mais une tentacule étrange et répugnante. Pendant ce temps, notre gars était stupéfait d'être le protagoniste de cette histoire pendant que les ennemis se battaient entre eux. C'est alors qu'il se rappela soudain qu'il avait déjà utilisé sa protection 2 fois aujourd'hui, ce qui voulait dire qu'il ne lui restait plus qu'une seule chance d'être en sécurité, donc il devait vraiment faire attention. Mais à ce moment précis, le vieil homme et le type ressemblant à un passage piéton le pointèrent du doigt en criant que c'était ce salaud. À la même seconde, le chef, fatigué de jouer, attrapa Eka par la cheville et la projeta vers un de ses hommes. Puis il s'avança vers notre gars et dit qu'il était audacieux d'avoir frappé ses subordonnés. D'avoir volé ses cristaux. Notre gars, mal à l'aise, dit que tout ça n'était qu'un grand malentendu. Mais les autres n'étaient pas prêts à le laisser partir comme ça. Ils crièrent que c'était bien lui qui les avait battus, volé tout ce qu'ils avaient, et même fait perdre leur cargaison. Les enfants déclarèrent fièrement que oui, bien sûr que c'était lui, parce qu'il était incroyable et plus fort que tout le monde. Et Akin sourit en coin, disant que notre gars était encore plus courageux qu'elle ne le pensait. C'était le genre de type capable de frapper des femmes. Je ne sais pas si c'était censé être un compliment. Mais ça a clairement provoqué le chef, qui bouillonnait maintenant, perdant complètement son sang-froid. Notre gars leur dit vite de se taire avant qu'il ne se fasse vraiment tuer. Et juste comme ça, le chef déclara qu'il en avait fini avec tout ça. Il était temps de mettre un terme à cette histoire. D'un seul coup de poing au sol, toute la zone se mit à trembler. Quand la poussière retomba, Léon se tenait là, immobile, entouré de fumée, et Akin était secoué. Ce type venait de détruire tout le sol en béton avec ses seules mains. Pendant ce temps, les enfants paniquaient, se demandant si notre gars allait bien. Le type masqué soupira, disant que les gens avec des pouvoirs étaient incroyables, surtout le chef, puisqu'il avait le meilleur pouvoir de tous. Notre gars se tenait là, totalement indemne, se disant que si ce coup l'avait touché, il serait déjà réduit en poussière. Le chef entra immédiatement en mode Jojo, lançant combo après combo pendant que notre gars esquivait et se faufilait. Puis Léon demanda enfin comment il osait frapper une femme.
Et avec ça, il frappa notre gars en plein bras, l'envoyant valser au loin. Évidemment, notre pauvre garçon crachait déjà du sang, mais le chef était en réalité impressionné. Contrairement aux autres, ce type ne se désintégrait pas au simple contact. Cependant, Léon avançait déjà vers lui, avertissant que, même ainsi, il était encore loin d'être à la hauteur. Les enfants paniquaient. Ils savaient que notre gars n'avait aucune chance. Akin, en revanche, pensait que si Sheolink mourait, elle et les enfants récupéreraient tout ce qu'il y avait dans son stand de nourriture. Honnêtement, Akin, il est bien plus probable que tu perdes tout et que la bande t'embarque avec le reste. Sheolink se mit à marmonner que ces salauds n'étaient toujours qu'une bande de voyous, mais Léon se mit à rire et dit que notre gars était pathétique. Même son propre groupe l'avait abandonné. Puis bam, un autre coup de poing l'envoya s'écraser contre le mur. Aïe, celui-là devait faire mal. Son ventre était complètement exposé et devenait rouge. Il savait déjà qu'esquiver n'était plus une option. Ce type était bien trop rapide. Le seul choix, c'était d'utiliser cette astuce. Il savait que plus l'attaque était forte, plus la force réfléchie serait puissante. Avec une seule tentative, il se mit à courir droit vers Léon. Léon sourit. Enfin, tu agis comme un homme. Alors tu mourras comme un homme. Mais juste au moment où le coup arriva, Xiaoling glissa sous son bras et entre ses jambes. Et attendez, il venait juste de lui baisser le pantalon en passant. Maintenant, le type restait là, rougissant, complètement confus sur pourquoi ce gamin ferait une chose pareille. Tous les autres regardaient autour, perplexes, tandis qu'un des gars éclatait de rire. Le plan de notre gars pour l'énerver au maximum avait fonctionné. Les veines sur le visage de Léon étaient gonflées. Il était sur le point d'exploser de rage. Il se jeta sur Xiaoling en hurlant que cette fois il était mort, mais Xiaoling faillit tout gâcher parce qu'il fixait un petit couteau au sol. Et bien sûr, à cet instant, il fonça avec l'épaule sur un des types, le faisant lâcher Akin, et arracha le couteau de sa jambe. Il cria qu'il allait venger sa mère. Akin et la petite fille lui crièrent toutes les deux de faire attention, pendant que le gars masqué sortait un pistolet et tirait sur le chef en lui disant de se pousser. Xiaoling craqua. « Vous êtes sérieux, bande de salauds? Vous disiez que vous ne frappiez pas les femmes et les enfants ?» Sans autre choix, il lança son chariot devant le gamin. La balle fut bloquée, mais maintenant notre gars devait encaisser toute la force du coup de poing furieux de Léon. À cet instant, il sut. C'était la fin de sa vie de protagoniste. Sérieusement, quelle poisse. Juste au moment où le coup allait lui exploser le visage, une explosion retentit à l'intérieur de la boutique et sortant de la fumée apparut notre zombie girl en pleine forme, toujours aussi splendide et probablement affamée. Dès qu'elle entra, les types remarquèrent quelque chose, mais avant qu'ils ne puissent réagir, elle envahit les lieux. Mec, elle envoya un coup de pied brutal en plein dans la tête de Léon. Il renifla l'air, complètement sonné, mais elle se contenta de le fixer en balançant quelque chose de dangereux dans ses mains. Et on sait déjà que ce type ne peut pas résister à ça, pendant ce temps. Notre gars l'a reconnu immédiatement, et bordel, elle l'envoya valser. Un seul coup magnifique et puissant projeta le chef au loin. Il s'écrasa contre un mur en recrachant de la fumée. Le gang était sous le choc. Le type rayé comme un passage piéton comprit immédiatement que c'était la même femme qu'ils avaient capturée auparavant. Aussitôt, tout le monde dégaina ses fusils croisés et ouvrit le feu. Mais elle esquiva chaque tir avec élégance. Il savait déjà qu'aucun zombie normal ne pouvait se déplacer comme ça. Il fallait faire attention. Elle atterrit gracieusement sur le stand de nourriture de notre gars. Juste au moment où un des types levait une hache vers elle, Xiaoling, en larmes, cria qu'il pouvait se battre, mais pas près de son stand. Il la poussa hors de danger au milieu de l'attaque, sauvant à la fois la fille et le chariot. Les types perdaient patience avec lui. L'un d'eux sortit un bazooka, et cette fois, il n'y avait aucun moyen d'esquiver. Xiaoling le supplia de ne pas tirer un truc pareil sur son pauvre petit stand, mais c'était trop tard. Le tir avait déjà été lancé. La zombie girl, cependant, avait juste l'air blasée en le voyant arriver. Je pensais qu'elle allait esquiver, mais non, elle se jeta au sol et sauva le stand, faisant en sorte que la boutique soit à peine frôlée. Notre gars la félicita immédiatement. Beau travail. Et puis une autre explosion. Léon commença à se relever des décombres, furieux. Il déclara que même si c'était une femme, elle ne serait pas pardonnée. Mais une autre explosion endommagea le stand et une poutre en bois lui tomba directement sur la tête. Les types se regardèrent. Ouais, leur chef n'avait vraiment pas de chance aujourd'hui. Il se retourna pour crier sur le mec au bazooka, qui s'excusa, disant que cette fille était juste trop rapide. Léon, complètement excédé, ordonna d'en finir. Le gars rayé comme un passage piéton s'avança, disant qu'il allait tous les transformer en gruyère, mais la zombie girl, toujours aussi élégante, continuait d'esquiver chaque tir. Mec, je ne comprends même pas comment cette famille et notre gars ne sont pas déjà morts. Dielen leur dit vite qu'ils devaient profiter de ce chaos et se tirer d'ici avant que la zombie folle ou le gang ne se mette à les poursuivre. Mais au fond de lui, notre gars espérait que la zombie gagnerait et boufferait tout le monde, et elle continuait d'esquiver chaque balle avec des mouvements parfaits. Jusqu'à ce qu'elle remarque soudainement notre gars en train de s'éclipser avec la nourriture. Là, c'était sérieux. Elle attrapa une barre de métal au sol et la lança en plein vol. Tout de suite, le type au passage piéton fut désarmé, mais son arme était équipée d'une IA et se mit à tirer dans toutes les directions. Notre gars n'eut pas un seul instant pour souffler, et maintenant il avait toute une famille à s'occuper aussi. C'est vraiment tragique. Ah, et ce flingue à IA? Ouais, le truc flottait en l'air, visant tout le monde au hasard. Finalement, le foutu machin finit par vider son chargeur et tomba au sol. Apparemment, même les ennemis s'étaient planqués de peur à cause de ce truc. Maintenant, tout le monde se demandait où était passée la zombie girl. Même notre gars, caché derrière son stand, se posait la même question, juste au moment où il allait dire qu'il était temps de courir. Elle apparut juste là. Le bloqueur de fanservice attrapa sa jupe et lança un coup de poing rapide.
Là-dessus, notre gars s'enfuit en courant désespérément, avec tout le reste du groupe. Je commence à me sentir mal pour la pauvre zombie affamée laissée derrière. Pendant ce temps, au-dessus, cette chose tentaculaire observait notre gars. Elle sembla ressentir quelque chose et bondit soudainement vers lui. En pleurant de terreur, il hurla, demandant ce qu'il avait bien pu faire pour qu'elle le poursuive autant. Mais à ce moment précis, une tentacule jaillit du plafond, fonçant droit sur lui. Elle comprit qu'elle n'arriverait pas à temps pour l'arrêter, alors elle se jeta devant lui comme une héroïne. Bordel, elle est déjà attrapée. Maintenant, j'ai vraiment peur que cette histoire prenne un virage bizarre et gluant. Mais ensuite, elle fut violemment projetée juste devant notre gars. Il recula, choqué, alors qu'elle s'écrasait contre le mur, et là, le gigantesque poulpe gluant descendit du plafond. Mec, ce truc était bien plus gros que ce que j'imaginais. Il prenait tout l'espace. Maintenant que j'y pense, comment cette boutique tient-elle encore debout? Elle n'a jamais été aussi grande avant, et d'un coup, c'est immense comme un terrain de foot. Léon commenta que c'était un mutant, et le gang sortit immédiatement ses armes croisées pour l'éliminer. Mais bien sûr, tous les monstres dans cet endroit pouvaient dévier les balles et esquiver, donc c'était inutile. Et putain, la fille est devenue une flaque de sang après avoir été écrasée contre le mur. Comme une poupée en plastique, tout son abdomen fut broyé. Elle était déjà inconsciente. Hakim dit qu'elle avait fait ça pour protéger notre gars, mais lui ne comprenait pas pourquoi elle aurait fait une chose pareille. Encore une fois, elle plongea la main dans sa petite sacoche, quand elle l'ouvrit, à l'intérieur se trouvait l'un des snacks qu'il lui avait donné, le même qu'il avait utilisé pour l'attirer jusqu'à la lave afin qu'elle se suicide, en gros. Et pourtant, elle l'avait gardé et lui avait rapporté. Elle l'avait conservé tout ce temps. Elle commençait à me rappeler cette fille de l'histoire du homoncule. Elle ne disait jamais un mot. Super en forme, juste beaucoup trop gentille. Shirley demanda si elle comprenait même quelque chose, et notre gars s'en prit au système, exigeant de savoir pourquoi cette fille agissait de façon aussi humaine si c'était une zombie. Le système l'analysa et expliqua qu'un très petit nombre de créatures pouvaient recevoir le virus zombie tout en gardant une partie de leur conscience intacte. En gros, elle avait à peu près l'intelligence d'un chien. La fille se tordait de douleur au sol, et Eken commença à éprouver de la pitié pour elle. Les frères et sœurs demandèrent si les zombies ressentaient vraiment la douleur et si elle allait mourir. Shaoli dit que d'après ce qu'il savait, les zombies ne mouraient que si on leur coupait la tête ou qu'on leur faisait exploser le cerveau. La petite protesta. Elle avait essayé de sauver leur gars, alors elle ne pouvait pas juste mourir comme ça. Mais Eken fut direct. Sa colonne vertébrale et ses vertèbres étaient complètement brisées. Il n'y avait aucune chance qu'elle s'en sorte vivante. Shaolin serra les poings, en colère. Il savait qu'elle en était arrivée là à cause de lui. Il demanda au système s'il pouvait lui donner une de ses gaufres à l'œuf pour l'aider à se rétablir. Mais le système répondit froidement que non, cela ne fonctionnait que pour les humains. Pour soigner d'autres créatures, il faudrait améliorer son stand encore davantage. Il exigea immédiatement. Alors, quelle est la mission pour l'améliorer maintenant et obtenir cette fonction? Le système lui dit qu'il devait obtenir un cristal de niveau 2 dans les prochaines 24 heures. Notre gars savait qu'un cristal de niveau 2 valait 100 cristaux de niveau 1. Et que le seul moyen d'en avoir un était de tuer un mutant. Comme par hasard. Il se trouvait justement qu'il y en avait un juste devant lui. Le gang, avec ses munitions infinies, continuait de tirer, au moins ça retenait le monstre sur place. Finalement, l'un d'eux réalisa l'évidence. Les balles ne le perçaient pas. À ce moment-là, il ne restait plus qu'une option. Sortir le bazooka. Comme toujours, ils tirèrent un coup droit sur la créature. Le monstre le bloqua avec sa tentacule. Et juste au moment où l'idiot qui avait tiré commençait à célébrer, je savais que ça n'allait pas marcher. Non seulement la chose allait très bien, mais on aurait dit qu'elle avait carrément avalé le projectile. Les gars étaient sous le choc. Comment ce truc avait pu attraper un tir de bazooka avec la bouche? Et maintenant, ils allaient se prendre des baffes de tentacules pour leur stupidité. En plus d'une giclée de poison vert, clairement corrosif. Le gars au motif de passage piéton essaya de s'enfuir. Trop tard, Léon cria à tout le monde de courir. Ce liquide était acide. Ils commencèrent à ramasser des débris et à se cacher derrière des abris. Mais une autre tentacule s'écrasa, écrasant l'un d'eux complètement dans le sol. Et maintenant, ce liquide corrosif fuyait partout. Un des membres du gang supplia le chef de les abandonner. Il ne pouvait pas mourir en essayant de les sauver, mais le chef refusa. Il continuait à tenir la dalle de béton, déterminé à aider. Ses pieds s'enfonçaient déjà dans le sol quand, bam, la tentacule transperça la roche. Mec, j'espère vraiment que cette histoire ne va pas repartir dans un délire gluant. Parce que ce gars vient de se faire attraper. Ok, ne fais pas ça. Truc à tentacule. Dieu merci. Elle s'est contentée de le soulever et le chef craqua, activant enfin son pouvoir. Je pensais que ça allait être un truc épique, mais non, il restait juste là, à tenir la pierre. Attends, non, stop. Il lança la pierre, sauta et partit pour un coup de poing. Il attrapa la tentacule. Il essayait de la tirer vers lui. Le problème, c'est que ce fichu truc était couvert de bave, donc il n'arrivait pas à avoir une bonne prise. Dès que ça lui échappa des mains, le monstre leva ses membres et fit pleuvoir de l'acide. Et puis Fen arriva en glissant, tout équipé dans un imperméable, style Capitaine Lévy. Notre cher Galaxia Link commença à grimper sur les tentacules. Le gang flippait totalement. Ce gamin était-il fou? Avait-il un pouvoir caché? Même Léon trouva ça bizarre. Il ne ressentait aucune énergie venant du garçon. Une tentacule faillit le toucher, mais il l'esquiva. Puis il bondit en avant et lança une sorte d'attaque de stylo. C'était quoi ce délire? On aurait dit une téléportation, et soudain, il était juste devant la bouche du monstre, couteau en main. Et là, il planta la lame droite dans le projectile de bazooka coincé dans la bouche de la créature. À ce moment-là, des étincelles jaillirent et Seiling se mit à courir immédiatement. Le tir de bazooka explosa enfin à l'intérieur de la bouche de la créature, projetant de la fumée partout. Non seulement ça, mais des morceaux de poulpe commencèrent à pleuvoir. Mec, il ne restait vraiment plus rien de ce truc.
Notre gars restait là, trempé de confiance, commentant que cet imperméable était en fait plutôt utile. Il l'avait complètement protégé de l'explosion, prouvant que les objets du système n'étaient pas si mauvais. Il dit au système qu'il voulait plus d'objets comme ça. Mais ce fichu truc répondit simplement qu'il n'avait pas le choix. À ce moment-là, Shaolin aperçut le corps de la créature, s'en approcha et en sortit le cristal de niveau 2. Non seulement ça, mais il reçut aussi un livre de recettes apocalyptiques, et maintenant ses capacités de soins fonctionnaient sur n'importe quelle créature. Il était intrigué par le livre, et le système expliqua que peu de gens le savaient, mais même les mutants pouvaient être consommés par les humains, tant qu'on savait quelle partie n'était pas infectée. Shaolin comprit immédiatement que c'était parfait pour se procurer de la nourriture facilement. Totalement rentable. Puis il s'approcha de la zombie girl qui, jusque-là, nageait pratiquement dans une mare de sang. Il mit quelque chose dans sa bouche. Était-ce le cristal ou de la nourriture? Je ne sais pas ce que c'était, mais une seconde plus tard, elle était debout, complètement guérie, et cette fois vraiment en bonne santé. La fille avait l'air ravie tandis qu'Etchin, de son côté, était stupéfaite que notre gars ait tué le mutant tout seul. Une minute plus tôt, il fuyait comme un lâche, et la suivante, il fonçait pour abattre la créature. Soit il avait de sacrées sautes d'humeur, soit il cachait sa vraie force. À ce moment-là, la zombie girl pointa sa propre bouche du doigt, mais Sheila lui dit aussitôt d'arrêter ça. C'était un geste bizarre. Pendant ce temps, Akin et Ori décidèrent qu'il ne valait mieux pas dépendre trop de ce type. Xiaoling lui dit d'arrêter, mais il faisait déjà l'imbécile, lui lançant des snacks pendant qu'il courait. Au final, Akin pensa au moins qu'il avait bon cœur. Mais ensuite, Xiaoling se tourna vers sa sœur et l'avertit de ne pas trop s'approcher de cette femme. C'était une zombie, ce qui la rendait extrêmement dangereuse. S'il se faisait mordre, c'en était fini. La zombie girl se tourna soudain vers eux et fit un pas en avant. Elle repéra des miettes sur les lèvres de la petite fille et les lécha directement. Puis elle se tourna vers Xiaoling, qui comprit immédiatement ce qui allait se passer. Il prit la fuite. Pour sa vie, en criant « Tu n'as donc aucune honte ?» Tandis qu'elle s'amusait, Léon attira soudain l'attention de tout le monde. Il s'approcha de Xiaoling et lui dit que s'il pouvait soigner même une zombie, alors peut-être qu'il pouvait aussi guérir son frère. Évidemment, il parlait du gars au passage piéton et du type au masque de fer, qui était à peine encore en vie au sol. Xiaoling jeta un coup d'œil à leur état et dit que ouais, ça avait l'air plutôt grave. Leur peau pourrissait, et on voyait même l'os. Léon soupira et dit qu'il le savait. C'est justement pour ça qu'il voulait que Xiaoling les soigne. Mais notre gars fronça les sourcils. Pourquoi vous essayez toujours de me donner des ordres? Il se souvenait très bien de ce qui s'était passé quand il avait essayé de frapper Léon. Ça avait fait un mal de chien. Léon comprit ce que le gamin voulait et dit simplement « Très bien, fixe ton prix ». Juste au moment où Xiaoling allait donner un chiffre, Ikkiten posa soudain une main sur son épaule. Il la repoussa immédiatement en criant « Je ne soignerai pas ces enfoirés, peu importe combien ils paient ». Les enfants acquiescèrent, disant que ce type était un méchant. Léon répondit simplement « Je vous l'ai déjà dit, on est peut-être un gang de bandits, mais on n'attaque pas et on ne vole pas ceux qui ne peuvent pas se défendre. Si un de mes hommes a tué quelqu'un que tu connaissais, alors cette personne n'était pas quelqu'un de bien. » Les enfants protestèrent aussitôt, disant que leur mère avait été une très bonne personne. Lui et sa bande, c'étaient eux les vrais méchants. Eken s'emporta contre le chef, lui disant d'arrêter de faire semblant. Elle savait que dès qu'il serait soigné, il leur ordonnerait d'attaquer. Mais soudain, Xiaoling dit qu'il le croyait. Tout le groupe se figea, complètement sous le choc. Puis notre gars sortit un tissu rouge et demanda à Xiaole s'il l'avait fait tomber. Xiaole répondit que oui. Il l'avait pris au groupe qui avait tué sa mère, pour ne jamais oublier qu'il devait venger. Xiaoling sortit un couteau et expliqua. Même si les symboles semblaient identiques, ils étaient en réalité inversés, en miroir. Pour être honnête, j'ai dû les fixer pendant 2 bonnes minutes avant même de le remarquer. Un éclair pointait vers la gauche, l'autre vers la droite. Quelqu'un copiait le symbole de quelqu'un d'autre. Un des enfants hocha la tête, ajoutant que le vrai était aussi bien plus précis. Les enfants commentèrent que le faux ressemblait à un dessin fait par un enfant. Le chef grogna et dit aller mollo avec leur symbole. Il avait été fait avec beaucoup de soin. Rayling expliqua ensuite qu'il était courant que certains groupes volent les symboles des autres pour provoquer des conflits. Et c'était probablement ce qui s'était passé ici. Le petit trio fut bouleversé, et le chef comprit enfin pourquoi tout le monde dans cette région les détestait récemment. Shaoli serra les poings de colère, tandis que sa sœur demandait « Alors comment on se venge maintenant ?» Eken soupira et dit qu'ils devaient oublier la vengeance, parce que leur mère n'aurait sûrement pas voulu ça. Les enfants se turent. Puis le type au masque murmura qu'il voulait éliminer ces salauds qui salissaient leur réputation. Mais le pauvre gars n'était pas en forme. Il cracha immédiatement du sang. Léon soupira. Maintenant que tout est clair, notre gars peut aider mon ami, non? Shaolin, avec son bon cœur, décida de ne facturer que 10 cristaux par personne. Le chef sortit immédiatement l'argent, et là-dessus quelques œufs furent cassés. Je pensais qu'ils avaient cassé les œufs pour cuisiner, mais non, ces œufs avaient été écrasés pendant l'échange de tirs. Felling répondit que c'était une situation particulière. Peut-être que le gars devrait juste reprendre ses cristaux. Mais évidemment, Léon n'allait pas accepter ça, alors notre gars haussa les épaules et dit que c'était une blague, il avait compris un truc. Le problème, c'était, comment diable faire une gaufre à l'œuf sans œufs? C'est là qu'il eut l'idée de jeter un œil à son nouveau livre de recettes. Ses yeux s'illuminèrent. Il avait trouvé quelque chose de parfait. Il passa rapidement en revue les ingrédients qui lui restaient et se mit à collecter des morceaux de poulpe. Suivant les instructions, il retira d'abord la membrane et les petites ventouses. Doom était littéralement en mode Minecraft. Il transforma toute la chose en cubes, jeta le tout dans une marmite, mélangea un coup, puis balança ça sur la plaque de cuisson.
Une fois une face bien dorée, il la retourna, ajouta un peu de sauce salade et un filet de sauce tomate, puis finit avec des pommes de terre râpées pour que ce soit parfait. Et voilà, son takoyaki de poulpe était prêt. Il l'apporta aux gars et leur dit de manger. Ça les aiderait à récupérer. Mais le gars rayé s'énerva aussitôt, demandant si Xiaoling avait perdu la tête. Il leur servait vraiment de la viande de mutant? Léon avait l'air curieux, se demandant si c'était vraiment sans danger de manger un truc pareil. Il répondit simplement qu'il ne rendrait pas les cristaux, donc s'il voulait de la nourriture, c'était ça ou rien. Le gars masqué hésita. Il renifla, et admit qu'au moins, ça sentait bon. Puis il décida de le manger, disant que même s'il mourait, il ne pouvait pas passer à côté d'un truc aussi tentant. J'espérais voir ce salaud retirer son masque, mais apparemment c'était déjà dans sa bouche avant même que je puisse cligner des yeux. Soudain, il attrapa sa gorge. Ses amis paniquèrent, demandant ce qu'il se passait. Pourquoi il avait l'air d'étouffer? Léon lança un regard noir à Seiling en le menaçant. Si quelque chose arrive à mon gars, t'es mort. Mais avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise, notre adorable zombie girl sauta pour le protéger. Bordel, ce chef était déjà troublé. Ce mec avait clairement des problèmes. Puis le gars masqué déclara, évidemment que c'est délicieux. Et voilà. Ces types sortaient tout droit de Shokugeki no Soma, il se lança dans un monologue. La couche extérieure est si douce, comme si des nuages m'enlaçaient. La saveur des fruits de mer est intense, comme une bataille d'elfes sur le bout de ma langue. Ce plat, c'est comme l'océan lui-même, qui frappe droit dans mon âme. Le gars pleurait carrément à cause de la pure délicatesse du goût. Les deux autres idiots se regardèrent, se demandant si c'était vraiment aussi bon. Tous les trois se précipitèrent vers Xiaoling en réclamant leur part. Et dès qu'ils goûtèrent, même réaction. Ils étaient accros. L'un d'eux attrapa même une boulette de takoyaki et l'enfourna dans la bouche de son pote. Le type fondit instantanément, disant que c'était absolument incroyable. En même temps, les blessures du blond peroxydé commencèrent à guérir. Même ses os brisés semblaient se remettre en place. Le gars était sous le choc. Était-ce un effet spécial du poulpe? Mais Xiaoling se contenta de sourire en coin. Juste une petite touche personnelle. Puis il réalisa qu'il venait de dire une connerie. Il aurait dû faire semblant, dire que c'était de la chance ou qu'il ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Maintenant, si ces gars commençaient à croire qu'il était réellement capable, il pourrait essayer de le réduire en esclavage. Léon lui fit un pouce levé, disant que c'était incroyable. Il ne s'attendait pas à ce que Xiaoling soit aussi doué. Notre protagoniste poussa un soupir de soulagement. Au moins, ce gars n'avait pas l'air d'un monstre, finalement. À ce moment-là, Léon reparla du partenariat que Xiaoling avait mentionné plus tôt, et le chef dit qu'il allait y réfléchir. Mais les trois idiots s'opposèrent immédiatement, disant que le chef ne devrait même pas y penser. Ce fichu gamin avait tabassé tout le monde ici. Xiaoling répliqua aussitôt que c'était leur faute. Ils avaient essayé de voler un honnête vendeur de rue. Le type ricana, lui disant de ne pas tant les complimenter. Apparemment, leur nature criminelle était quelque chose d'admirable. Lui et le chef hochèrent la tête, disant que c'était vrai. C'est de ta faute si tu montres de la nourriture comme ça en pleine rue. Évidemment, tout bandit respectable tenterait de te voler. Xiaoling haussa un sourcil. Très bien alors. Pourquoi vous transportiez cette fille dans un sac? Même si elle est en partie devenue zombie, ça reste une femme. Alors pourquoi exactement vous la transportiez comme ça? Les membres du gang devinrent soudain très gênés. L'un d'eux se gratta l'arrière de la tête et marmonna. Ben, tu sais, c'est de sa faute à elle, elle est trop jolie. On allait l'offrir au chef en cadeau. Les enfants dans le groupe se figèrent, pensant que ces types avaient des goûts bien étranges. Pendant ce temps, Akin était choqué. Même une zombie girl n'était pas à l'abri de ces dégénérés. Le type masqué dit au chef qu'il était sûr qu'elle lui plairait. Il l'avait déjà vu parler à des filles, tout embarrassées. Donc naturellement, ils avaient eu la brillante idée d'utiliser une zombie pour l'aider à surmonter sa peur des femmes. Léon, complètement gêné, tenta de sauver le peu de dignité qui lui restait. Ça n'a aucun sens. Mais il les menaça de tous les écraser s'ils ne commençaient pas à s'expliquer correctement. Le mec à tête d'ananas insista. Chef, tout ce qu'on fait, c'est par amour. Le blond peroxydé acquiesça. Exactement. On est sûr que si tu passais un peu de temps avec elle, tu commencerais à surmonter ta peur des femmes. Le gars au passage piéton supplia. Chef, s'il te plaît, essaie de comprendre notre point de vue. On veut juste prendre soin du leader qu'on aime tant. Et c'est là que la vraie bagarre éclata, avec Léon qui tabassait ses propres hommes. À ce moment précis, le système intervint, rappelant à Xiaoling qu'il devait engager quelqu'un pour sa boutique au plus vite. Notre gars était confus. Il pensait avoir déjà engagé Eken, mais le système Blue Ball expliqua que ça ne compterait que lorsque les deux parties seraient d'accord sur les conditions et que la personne embauchée porterait l'uniforme fourni par le système. Là, l'intérêt de Xiaoling fut piqué. Il se mit à imaginer une tenue de domestique couvrant bien tout, une blouse de docteur, quelqu'un vraiment dévoué à son métier, et enfin, un costume de lapin, parfait pour que les filles se baladent en famille. Notre gars bavait, murmurant, oui, ça va être pas mal. Évidemment, le système Blue Ball le remit immédiatement à sa place, disant que c'était un système légitime et qu'il ne fournirait pas ce genre de tenue. Et pourtant, une tenue de soubrette apparut dans ses mains. Notre gars fut déçu par le design, disant qu'il était plutôt banal. Il l'attendit à la petite famille, expliquant qu'il devait la porter. Parce que c'était comme ça que fonctionnait le système. La petite fille était ravie. Chevalier était furieux et Eken avait juste l'air confuse. Xiaoling mentit, disant que c'était uniquement parce que leurs vêtements étaient sales, et leur demanda de la mettre rapidement. Eken était sur le point de se changer là, devant tout le monde, mais Xiaoling lui dit vite d'aller à l'intérieur si elle voulait un peu d'intimité. Les bandits, même la fille aux cheveux bleus, éclatèrent de rire, disant que c'était un détail si insignifiant qu'ils n'avaient même pas besoin de le mentionner. Mais Eken s'en fichait complètement et essayait déjà d'enfiler la nouvelle tenue.
Le problème, c'est qu'Eken était bien trop en forme. Les boutons ne fermaient pas. Léon, le pauvre, fit une hémorragie sur place et faillit mourir. Notre gars s'énerva aussitôt contre tout le monde, leur disant d'arrêter de fixer et d'avoir un peu de respect pour la dame, et Fen lui balança quelque chose à la tête. Il était confus, attrapa l'objet et le fixa un instant. Puis il jeta un œil vers Eken. Et non, impossible. Ce foutu dessinateur avait fait ça exprès, lui avait donné le corps parfait juste pour piéger tout le monde comme des imbéciles. En mettant ça de côté, ce fichu gars avait des abdos dont notre héros ne pouvait que rêver. Attends, un gars? Maintenant c'était Kaoling qui était terrifié, réalisant que la vraie victime ici, c'était lui. Eken. Non. Il sourit simplement et dit, je n'ai jamais dit que j'étais une femme. Pourquoi t'es si surpris? Kaoling demanda aussitôt, alors pourquoi t'es habillé comme ça? Tu fais croire n'importe quoi aux gens. Le mec à tête d'ananas demanda s'il avait fait semblant d'être faible pour attirer les ennemis. Le blond peroxydé acquiesça, disant que ça devait être un stratège de génie. Mais Eken haussa les épaules et répondit, non, j'aime juste m'habiller comme ça. La petite fille sourit et dit qu'il aimait simplement les robes. Xiaoling, encore sous le choc, soupira et expliqua, ça s'appelle du travestissement. Notre héros était dévasté. Son rêve d'assistante romantique venait d'être brisé, et Ajekin, tout fier, comprit immédiatement, ah, c'était donc ça ton plan dès le début, hein? À ce moment-là, le système rappela à Xiaoling de finaliser le contrat. Et demanda s'il était sûr de son choix. Le cœur de Xiaoling bondit. Y avait-il encore une chance? Un parchemin apparut devant lui, affichant tout ce dont il avait besoin pour fixer la durée du contrat, le salaire, et plus encore. Il attrapa un stylo et écrivit son nom, qui, étrangement, était Shang Shaoyu. Alors pourquoi il l'avait présenté comme Gao Xiaoling au début de l'histoire? Tant pis. Maintenant, c'est Gao Xiaoling. Je ne vais pas commencer à l'appeler Shaoyu comme ça, d'un coup. La zombie girl le regardait écrire, et une fois qu'il eut terminé, il tendit le contrat. Eken remarqua son air abattu et demanda, pourquoi tu tires cette tête? Tu devrais être content. Personne d'autre n'a le droit d'être ton assistant. Pendant ce temps, notre gars pensait que pendant que les autres protagonistes rassemblaient des harems de femmes magnifiques, lui devait s'occuper d'enfants avec un autre gars. Jamais il n'aurait cru que sa vie tomberait aussi bas. Et juste au moment où Eken allait signer, la zombie girl surgit, attrapa le contrat avec sa bouche et s'enfuit en courant. Notre gars paniqua. Ne fais pas de bêtises. Il se lança à sa poursuite, l'attrapant en pleine course, en criant qu'elle ne pouvait pas manger ça. Mais, elle avait déjà laissé une marque de morsure pile à l'endroit où devait aller la signature. Et avec ça, le contrat fut signé. Puis elle se mit à briller. De la lumière jaillit d'elle. Feu, vent, éclair, énergie pure, et autre chose. Fizz. Voilà l'évolution qu'on attendait tous. D'accord, artiste, je vous pardonne ce que vous avez fait à Eken, parce que ça valait le coup. Mais même ainsi, notre gars cria vers le ciel, j'avais pas signé pour travailler avec une zombie. Un peu plus tard, devant la boutique, Eken était furieux, se plaignant que Xiaoling ait choisi une zombie plutôt que quelqu'un d'aussi beau et incroyable que lui. Mais en tenant compte de la compensation qu'il allait recevoir, il n'était pas si en colère. En gros, il allait quand même continuer à bosser pour Xiaoling, juste sans contrat officiel, ce qui voulait dire qu'il pouvait partir quand il voulait. Xiaoling soupira. On ne peut plus rester dans ce coin complètement détruit. Alors, quel est le plan? Ika afficha soudain un grand sourire. Je te taquinais. En réalité, je vais rejoindre l'équipe de Léon. Il a dit qu'il veillerait sur moi et les enfants, alors c'est notre meilleure chance de survie. Xiaoling hocha la tête. C'est une excellente nouvelle. Même s'ils sont des bandits, ils ont l'air d'être des gens décents. Au moins, ils protégeront les enfants. Juste à ce moment-là, la petite fille appela Xiaoling. Elle lui tendit une carte en disant qu'elle était tombée quand la zombie girl avait commencé à se transformer. Et la voilà, portant une plaque avec son nom, Bag Feifei. Xiaoling la remercia, et à ce moment-là, Léon s'approcha et lui remit un papier avec une adresse. C'était l'emplacement de leur base pour l'instant. Si tu as des ennuis, viens nous voir. Xiaoling jeta un œil au papier. C'était la prison de King Shine, une base ultra sécurisée avec alarme et tout le reste. Il félicita le choix, et Léon le remercia, expliquant qu'avant l'apocalypse, évidemment, personne ne voulait finir en prison, mais maintenant que tout avait basculé, c'était le meilleur endroit où être. À cet instant, Akin s'accrochait déjà au chef en lui disant qu'il était vraiment très intelligent et incroyable. Mais le chef s'enfuit, demandant à quelqu'un de virer ce fou et de lui mettre des vêtements d'homme. Akin, cependant, déclara que ce ne serait pas possible, car il se battait pour la liberté de s'habiller comme il voulait. Un peu plus tard, le gang déjanté s'en alla, et les enfants firent au revoir à notre héros. Tête d'Anana et le reste du groupe lui dirent de faire attention et de ne pas se faire bouffer par des zombies. Et notre gars leur fit un petit signe de la main. Il regarda la carte et continua de penser que, pour lui, il ne savait pas du tout ce qu'il allait faire, mais il était curieux de voir ce que l'avenir lui réservait. Il dit ça à Feifei, mais cette fichue fille avait déjà disparu, et mangeait tout ce qu'il avait dans son stand de nourriture. Et voilà, c'est ici que ça se termine. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour ne rien rater des prochaines mises à jour. Merci beaucoup d'avoir regardé.